17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, conflit Israël-Hamas, Justin Trudeau ne veut pas se mouiller sur l'attribution de la faute à l'explosion d'un hôpital à Gaza. Et ça provoque des colères de communautés juives dans le pays. Le Canada, lui, réduit considérablement sa présence diplomatique en Inde. Le ministre Mathieu Lacombe à Québec quitte ses fonctions en Abitibi-Témiscamingue. Et une ex-avocate de Donald Trump plaide coupable en Géorgie. Il pourrait maintenant témoigner contre lui. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui, on continuait de suivre les soubresauts de cette explosion d'un hôpital à Gaza. Saga qui a duré pas mal, une grande partie de la semaine. Mario, première frappe qui était tombée. On parlait au départ par les porte-paroles du Hamas de presque 500 morts. Finalement, on parle plutôt d'une roquette qui se serait brisée en plein vol, tirée par un groupe djihadiste qui serait atterri dans le stationnement de l'hôpital, qui aurait causé quand même des dizaines de morts, des dégâts significatifs, mais qui n'aurait pas fait exploser comme une frappe aérienne israélienne. Toute la semaine... Et l'hôpital est debout, là. Il est abîmé au niveau de son stationnement. La roquette est tombée dans le stationnement. Mais si tu avais eu une frappe de l'armée israélienne... Si l'hôpital y aurait passé, ou au moins une section de l'hôpital, une partie de l'hôpital y aurait passé. Des frappes lancées de missiles, par exemple, détachées d'un avion, d'un bombardier ou quoi que ce soit, ça crée des cratères assez profonds dans le sol, merci. Et même si c'est impossible de confirmer hors de tout doute raisonnable ce qui s'est passé de ce côté-là à Gaza, mais on a vu le président des États-Unis, Joe Biden, lui, faire sa visite à Tel Aviv, se ranger derrière la version israélienne. Disant avoir vu les preuves, disant qu'on lui avait remis l'ensemble des preuves documentaires. Oui, exactement. Donc, des preuves. Le Pentagone lui assure que c'est bel et bien du côté d'un groupe djihadiste qu'on a lancé cette roquette qui se serait cassée en plein vol. Des documents, top secret, oui, qui seraient censés être parvenus également aux mains de Justin Trudeau, ici, premier ministre du Canada. Selon l'ambassade d'Israël à Ottawa, à peu près en même temps. À peu près en même temps. Et pourtant, encore aujourd'hui, Justin Trudeau n'a pas voulu se risquer, pas voulu se mouiller ou attribuer de faute dans cette histoire-là. Il dit que même s'il est horrifié par l'attaque qualifiée le mardi d'illégale, parle de vouloir prendre connaissance de l'ensemble de la preuve, repris une phrase qu'on entend souvent dire, continuer de travailler avec ses homologues des autres pays en disant qu'on peut être unis sur le fait que de voir l'effondrement et l'explosion d'un hôpital plein d'innocents, c'est affreux. Il n'y a pas eu d'effondrement vraiment de l'hôpital, mais bon, c'est des propos aujourd'hui qui ont soulevé quand même la colère des communautés juives au Canada. Les trois plus grandes organisations, l'organisme de défense des droits des Juifs au Canada, B'nai B'rith, le Centre consultatif des relations juives israéliennes et les Amis du Centre Simon Wiesenthal, qui ont tous demandé au gouvernement Trudeau de se rétracter et de clarifier sa proposition. Mais M. Trudeau a dit quelque chose dans ce point de presse-là. En fait, il a beaucoup patiné. Ça peut être un point de presse facile, mais il a dit quelque chose d'étonnant. Il a laissé entendre, peut-être je l'interprète mal, parce qu'il était... Tu sais, des fois, surtout en français, c'est pire qu'en anglais, il vient vraiment pas clair quand il patine. Mais il a laissé entendre que, bon, comme tu l'as dit, qu'on était tous horrifiés par un hôpital. Bon, oui, ça, c'est sûr. Mais il voulait pas se prononcer là-dessus parce que dans notre population, il y a des gens qui pourraient être choqués. Là, tu te dis, attends un peu, là. Ça, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que vraiment tu vas baser ta politique internationale, de dire, regarde, moi, j'ai un de mes alliés, Israël. Ça veut pas dire que c'est parce qu'il y a un allié que tu prends sa parole aveuglément, là. Absolument. Mais quand même, il y a un de tes alliés que t'as, avant hier, probablement accusé injustement de crime de guerre. C'est pas banal. Même s'il l'a jamais nommé l'État d'Israël, c'était fortement sous-entendu. Et là, on t'a remis les preuves documentaires sur ton bureau, des preuves claires, en tout cas, qui apparaissent claires aux États-Unis. Puis là, tu dis, ouais, mais là, moi, j'aime mieux pas me prononcer là-dessus parce que là, ça, je le dis dans mes mots, mais ça va faire de la peine aux gens dans le pays. Ouais, OK. Fait que tu conduis ta politique internationale en fonction du fait qu'il faut pas déplaire ou faire de la peine ou choquer des gens à l'intérieur du Canada. Je sais pas, là. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul à pas vouloir pointer du doigt quelqu'un dans cette histoire-là. Il y a également le premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui, lui, de son côté, appelait à la prudence. C'est juste qu'il était
quand même plus clair dans ses explications, dans ses propos que M. Trudeau, du moins, semble-t-il, à premier rabord. Mais effectivement, c'était un peu décousu, étrange comme réaction. Puis c'est certain que la communauté juive, elle, va continuer à être en colère autour de ces propositions-là, surtout que ça semble là, se clarifier à coups de preuves visuelles, même qui sont accessibles, Mario, là, en dehors, comme on le disait tout à l'heure, là, des mains des premiers ministres et des présidents du monde. On peut le voir, là, les images du cratère, par exemple, là, dans le stationnement de l'hôpital, qui sont quand même des preuves assez, disons, pas accablantes, mais qui peuvent pointer dans une direction plus que dans une autre. Dans tous les cas, en ce moment, l'armée israélienne continue de se préparer. Là, aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien qui a visité les troupes au sol, donc on pourrait être très très près d'un premier assaut là, véritablement d'envergure sur la bande de Gaza, alors que l'évacuation se poursuit du nord vers le sud après l'avertissement d'Israël. Et ce soir, 20h, mais ce sera une grande annonce qui sera faite par Joe Biden, un discours à la nation, comme on en voit parfois aux États-Unis. Et c'est en direct du bureau Oval qui va s'adresser sur 2 enjeux de l'heure. La défense d'Israël, la défense de l'Ukraine. Et M. Biden, c'est pas pour rien qu'il va faire ça. Il a besoin de financer ces 2 causes-là. Selon les informations qu'on reçoit, il voudrait réclamer au Congrès là, une enveloppe considérable, pour pas dire colossale, de 100 milliards de dollars, à la fois pour l'Ukraine, à la fois pour l'Israël, mais également 2 autres enjeux qui tiennent quand même plus à cœur aux dont républicains. Taïwan, là, qu'on oublie. La défense de Taïwan, tout à fait, face aux géants chinois, mais aussi la crise migratoire à la frontière avec le Mexique, qui ça est le cheval de bataille des républicains et des ailes plus conservatrices du Parti républicain depuis déjà des mois et des années. Donc, pourrait de cette manière-là peut-être aller chercher des sympathies de l'autre côté de l'allée. Bref, ça risque d'être un discours assez suivi. Merci, là. C'est rare qu'on fait des annonces à la nation comme ça. Mais je comprends quand même que le président Biden, à travers ça, bon, il y a une assez bonne semaine sur le plan du leadership politique. Son voyage en Israël a fait ouvrir un corridor humanitaire. Je pense qu'ils veulent consolider ça avec un discours à la nation à la veille d'une année électorale. Je pense aussi qu'il veut mettre de la pression sur les républicains pour dire, là, organisez-vous là, pour vous élire un représentant speaker. Oui, c'est ça, un speaker de la Chambre, puis de remettre la machine en marche, remettre nos institutions fonctionnelles. Parce qu'on est toujours paralysé, faut-il le rappeler? Oui. Exactement. Donc, le 100 milliards qu'ils voudraient pour les 4 causes que tu viens de nommer, présentement, ne pourraient pas être votés. Non. Parce que la Chambre est dysfonctionnelle. Donc, on va vouloir mettre une pression sur les républicains, mais aussi mettre au grand jour, j'ai hâte de voir les mots qu'il va employer, mais je pense qu'il va vouloir montrer au grand jour la désorganisation des républicains, l'effet Donald Trump, ce que ça a donné sur le Parti républicain, qu'aujourd'hui, ils sont même plus capables de s'entendre sur un speaker. Toujours sur le dossier des relations diplomatiques canadiennes, aujourd'hui, on a réduit considérablement la présence diplomatique que le Canada a en Inde, suivant, bien évidemment, les tensions entre Ottawa et New Delhi, parce qu'on l'oublie au travers de tout ce qui se passe en Israël, mais il y a toujours ces tensions là, depuis le 18 septembre dernier, alors que le premier ministre Justin Trudeau avait affirmé à la Chambre des communes, dans un grand discours, que le Canada avait des allégations crédibles, comme quoi des agents liés au gouvernement indien seraient à l'origine de l'assassinat d'Hardeep Singh Nijjar, un militant donc pour une certaine région autonome en Inde, en Colombie-Britannique, où il était abattu en juin. Et depuis ce temps-là, New Delhi dément les accusations, avait donné jusqu'au 10 octobre au Canada pour rapatrier au moins 41 de ses 62 diplomates. Là. Quand on dit que c'est considérable, ça l'est. On avait déjà dépassé cette date butoir-là en disant du côté des relations canadiennes qu'on tentait d'arriver à un accord. Mais là, semble-t-il qu'on a obtempéré. Donc, il va rester seulement 21 diplomates canadiens en place à New Delhi, ce qui serait l'équivalent de la délégation indienne ici en sol canadien. Mais tout ça vient s'ajouter quand même à une mauvaise semaine, ou disons une semaine un peu imprécise du côté du gouvernement Trudeau sur la scène internationale, Mario. Oui, mais dans le cas de l'Inde, c'est qu'on l'avait un peu oublié là, parce qu'il y a eu tellement d'autres choses sur la scène internationale. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que ça reste tendu. C'est-à-dire que l'Inde ne faisait pas simplement un show boucan. Ouais, ou une réaction vive là, au départ, là, mais l'Inde est prête à faire payer le Canada à moyen et à long terme pour cette action-là. C'est pas des bonnes nouvelles. Là. Non, c'est pas des bonnes nouvelles pour le gouvernement canadien dans son ensemble. Il faut penser que si le Canada avait autant de monde en Inde,
c'est parce qu'on veut développer le... Tu sais, c'est pas un hasard, là. Parce qu'on voulait développer le fonctionnaire payé pour rien faire. Non, on voulait développer le commerce en Inde. On disait qu'on voulait contourner la Chine, donc miser sur la zone Indo-Pacifique. Donc l'Inde était devenue un partenaire stratégique. C'est comme si le Canada, en ramenant ces gens-là chez nous, c'est pas comme si le Canada remballe sa politique, là, ce qui était sa nouvelle politique. Puis je parle pas d'une politique vieille, je parle d'une politique déposée il y a moins d'1 an par la ministre Mélanie Joly, qui était sa stratégie Indo-Pacifique pour contourner la Chine, dans cette région-là du monde. Puis là, on est déjà en train de la remballer. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Du côté de Québec, maintenant, très mini remaniement ministériel. Aujourd'hui, le ministre Mathieu Lacombe perd ses responsabilités comme représentant de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Là. Même si, ça peut sembler bizarre pour certains qui connaissent la politique, lui, c'est un élu de l'Outaouais, mais était quand même ministre responsable comme les autres de certaines régions. Il faut se rapporter à la controverse de la formation du cabinet de M. Legault après les élections l'automne passé. À peu près, la formation du cabinet, ça devrait être dans ces dates-ci, à peu près 2 semaines et demie après les élections. Oui, parce que l'Abitibi-Témiscamingue, avant, était représenté sur le Conseil des ministres par Pierre Dufour, qui était un des élus. Donc, il y avait un ministre régional pour l'Abitibi parce qu'il y avait un ministre au Conseil des ministres. Et donc là, on n'a pas renommé Pierre Dufault. Il était tassé. Mais même si la CAQ avait gagné tous les sièges, 4 sièges sur 4 dans cette région-là, aucun été nommé ministre. Et donc, il y a eu une colère dans la région de l'Abitibi, mais épouvantable après la création du cabinet. Et là, François Legault a senti le besoin d'un peu d'aplanir ça, de régler ça. Puis là, on a nommé Mathieu Lacombe, qui était le ministre régional responsable de l'Outaouais. On l'a nommé aussi responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais là, voici qu'il perd ces fonctions-là, puis les perd de son propre chef, semble-t-on comprendre. Là, il cite ses enfants, cite beaucoup de responsabilités personnelles. C'est vrai que ça y en fait beaucoup. C'est vrai que c'est un grand territoire. C'est vrai qu'il y a des jeunes enfants. Mais je pense pas qu'il était très populaire en Abitibi-Témiscamingue non plus. Je pense que les gens de là-bas, ils ont peut-être passé des messages pour dire faut pas nous en trouver un autre. Là. Mais là, justement, un remaniement, Mario, c'est une bonne occasion de nommer quelqu'un pour je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver, mais François Legault, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de remaniement à court terme. Oui, parce que là, c'est Jean Boulet, qui, lui, est le député de Trois-Rivières, qui va prendre la relève, là, donc, pour administrer, représenter la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a déjà la région du nord du Québec. Fait qu'ils ont passé ça là-dessus. Une autre région où il y a des mines, de l'activité forestière, des industries en commun. Donc, des emplois, Jean Boulet, ministre de l'Emploi. Non, il y a une logique, mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y aura pas de remaniement dans l'immédiat, parce que là, on aurait attendu. Mais moi, ma compréhension, c'est qu'au prochain remaniement, ils vont corriger la situation, puis ils vont nommer un ministre. Là. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Moi, je m'attends à ce qu'au prochain remaniement, il y ait un ministre de l'Abitibi-Témiscamingue. On doit donc déduire qu'il n'y aura pas de remaniement immédiat, mais que la situation entre Mathieu Lacombe et l'Abitibi était intenable au point qu'on pouvait pas dire, regarde, gardez ça encore 4-5 mois, 6 mois. Il fallait faire le changement. Même si ça a l'air un petit peu fou à matin, là, il fallait faire le changement. On continue autour de la saga, Mario, du jeune Pacifique Nio Kwizera. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce jeune homme en 2021 qui est apparu dans une vidéo de ce qui semblait, j'ai utilisé l'imparfait là-dessus, ce qui semblait être une vidéo de brutalité policière. Là. À l'époque, à la sortie des bars, on avait vu émerger, là, comme dans la neige, cette espèce de vidéo où il y a des policiers du service de police de la ville de Québec qui semblent jeter à terre là, des jeunes hommes. Et lui, qui avait 18 ans à ce moment-là, M. Nio Kwizera, mais avait dit être victime de brutalité policière. Il y a même une poursuite en janvier 2022 qui a été intentée, là, même en mai 2022, pardonnez-moi, par la famille du jeune homme. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'informations qui sont filtrées. Entre autres, l'un des jeunes hommes qui était venu le défendre, lui, a été accusé après ça du viol collectif de 2 adolescentes là, de 15 ans avec des complices. Donc, histoire scabreuse qui était sortie par la suite. Ça, c'était son grand ami qui le défendait face à la police. Là. Oui, et puis même dans les médias et autour de tout ça. Mais là, maintenant, nouvelle saga. On dit que les autorités ont débuté une intervention vers 17h mercredi. Donc, hier, cette semaine, et dans une patrouille dans le secteur de Limoilou, on voit un véhicule qui semble avoir été volé. On décide de l'interpeller, on fait des vérifications. Et là, on saisit dans le véhicule un silencieux pour une arme à feu.
Et là, à ce moment-là, il y a 3 jeunes individus dans le véhicule, 3 hommes âgés entre 20 et 28 ans. On les arrête pour permettre une fouille plus approfondie. Et surprise, surprise, Pacifique Niokwizera se trouve dans le véhicule, fait partie de ces 3 individus-là. Colin Carrel et Alexandre Sirette-Rosario sont les 2 autres qui complètent le trio. 3 hommes, dit-on, qui sont bien connus des milieux policiers. Et là, dans la voiture, Mario, on découvre un butin. Arme de poing chargée, 55 grammes de cocaïne divisée dans plusieurs sachets, 5 grammes de cannabis également, quinzaine de cellulaires, de l'argent comptant aussi, près de 1800 $ qui sont là-dedans. Bref, qu'est-ce que ça crie aux yeux des policiers, Mario? Des recettes du milieu criminel. Et donc, plusieurs accusations viennent de tomber. Il y avait eu un GoFundMe, hein? Oui, c'est à l'époque, si je ne m'abuse. Même des députés, même au moins un député qui a remis l'argent après, là, en apprenant des choses de mémoire. Mais là, ça vient, disons... Il y avait eu un élan d'enthousiasme, là, brutalité policière. On parle de réagir trop vite alors qu'on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Beaucoup de gens là, qui avaient réagi, puis la police de Québec était raciste, puis GoFundMe, puis les gens avaient donné des milliers de dollars contre la brutalité policière. Puis, Mais le Pacifique Niokwizera, lui, a maintenant 20 ans, 9 chefs d'accusation qui tombent contre lui. De plus, possession d'une arme à feu prohibée chargée sans permis, port dissimulé d'une arme, une arme dans un dessin dangereux. Après ça, avoir eu aussi en sa possession des pièces d'identité concernant une autre personne, semble-t-il. Donc, on peut comprendre entre les lignes peut-être des faux papiers. Puis là, après ça, possession en but d'en faire d'un trafic, possession d'une somme d'argent obtenue avec la perpétration d'une infraction criminelle. Bref, toutes sortes d'accusations qui vont tomber là, autour du jeune homme. Disons que c'est sûr que ça vient changer quand même là, la version des faits de toute cette saga. Toujours dans le milieu judiciaire, on apprend aujourd'hui, entre autres, de la part là, de Thierry Sabourin, qui est procureur de la Couronne affecté au dossier de violence conjugale à Montréal, mais également des données qu'on a dans le milieu conjugal et carcéral, du nombre d'accusations pour harcèlement criminel en contexte de violence conjugale qui explose dans les dernières années au Québec. Ça a plus que doublé en 5 ans seulement. Et quand on se penche sur ces données-là, donc qui ont été recueillies entre 2017 et 2022, puis qu'on essaie de les expliquer, c'est la technologie, Mario, qui tombe comme premier suspect de tout ça. Parce qu'on se rend compte que dans de plus en plus de cas, c'est facile pour un conjoint qui est harcelant, qui est violent, qui abuse, qui veut suivre la personne de l'autre côté, d'utiliser là, des caméras, par exemple, installées en douce, qui sont de plus en plus disponibles facilement. On parle de GPS aussi. Là, qu'on colle n'importe où en dessous de l'auto. Exactement. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui se multiplie. Là. On est passé en 2017-2022 là, de 1683 accusations pour harcèlement criminel à 3483. Donc, ça a littéralement doublé. Et si, habituellement, c'est l'usage abusif de réseaux sociaux qui émerge là, le plus souvent, la géolocalisation se trouve pas loin derrière. Donc, de sacrer un GPS ou d'épier avec des logiciels l'emplacement où la victime va se trouver, c'est des comportements super intrusifs. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus observé quand même dans le milieu. Technologie, impact peut-être qu'on n'avait pas vu, peut-être sous-estimé de ce côté-là et avec lequel, heureusement, la police est de plus en plus à l'aise. Je comprends qu'il faut intervenir. Je sais pas c'est quoi la sévérité des tribunaux là-dessus. Par contre, je me suis posé la question sur les technologies. Parce que, il y a les cas de violence conjugale. Ça, c'est des hommes dans un pourcentage très, très, très élevé des cas. Là, 95, 98, je sais plus combien, malheureusement. Mais dans le cas de l'utilisation des technologies, je me suis demandé, est-ce que ça, c'est vraiment juste des hommes qui mettent un petit bidule en dessous de l'auto de leur conjointe ou qui surveillent le cellulaire? Est-ce qu'il peut pas y avoir des femmes aussi qui font pour le conjoint? Parce que on prend pour acquis dans le langage que le fait de le faire, c'est de la violence en soi. Donc, un homme, même s'il n'a jamais frappé sa femme, s'il fait juste la surveiller, c'est une forme de contrôle qui est de la violence. Mais si une femme pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle met une petite bidule pour le surveiller ou quelque chose dans son cellulaire ou n'importe quel mouchard, est-ce qu'on va dire que c'est une femme qui se défend contre un courailleux? Ou est-ce qu'on va parler de violence? Est-ce qu'on va dire que c'est une femme violente? Oui, peut-être qu'il y a je me suis posé j'ai pas de réponse, je me suis posé la question, est-ce qu'on va dire que c'est une femme? Parce que là, le langage, là, c'est que si une femme fait ça, non, elle pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle le surveille, c'est de la violence. Ça n'a pas d'affaire à faire ça. C'est illégal, de fait, ça c'est resterait illégal. surtout du harcèlement, là, peut-être dans le langage. Non, c'est de la violence. Dans le langage, là, il parle de violence. Okay. Moi, je pense que si c'était une femme, je suis pas sûr qu'on parlerait de violence. On dirait peut-être, mais là, c'est une femme qui surveille, elle a un conjoint qui couraille, puis là, elle surveille, puis elle veut savoir si ses allées est venue. J'ai pas de réponse, j'ai juste une question.
Si vous êtes allé dans un dépanneur Couche-Tard récemment, vous avez peut-être remarqué de ces nouvelles affiches, des espèces de publicités sur lesquelles on a une liste de saveurs, là, fraises, bananes, raisins, etc., qui sont liées au vapotage et qui sont toutes barrées les unes les autres avec une espèce de compte à rebours en dessous qui dit dans X nombre de jours, ben vous devrez dire adieu à ces saveurs de vapotage. Allez encadrer ce petit lien QR. Ce qui est vrai, parce que c'est l'entrée en vigueur de la loi. Dès le 31 octobre prochain, ça va être interdit au Québec. Mais ça a fait beaucoup sourciller, Mario, cette espèce de campagne de publicité. Tout d'abord parce que on n'est pas censé faire de la publicité comme ça en vertu de la loi sur la protection des consommateurs. Mais là, est-ce qu'on encourage la consommation? On avertit les gens de quelque chose qui finit? Mais c'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir du côté des auteurs de cette publicité-là, Mario, qui nous disent que justement, c'est pas une pub, c'est un message qu'on essaie de passer et qui ne se sont pas affichés sur les affiches en question. C'est pas écrit ça vient de qui puis ça vient de où. Mais quand on finit par lever un peu le capot, de quoi on se rend compte, mais c'est que c'est Imperial Tobacco, une grande compagnie de producteurs de tabac qui ont aussi des produits de vapotage, qui ont lancé cette espèce de campagne-là qui dit ni plus ni moins aux gens d'aller contacter leurs députés pour tenter de faire renverser la décision. Puis ça a soulevé quand même l'indignation, ça, Mario, de voir des affiches comme ça apparaître dans un couche-tard, militer contre une loi. On s'entend, c'est imminent le 31 octobre. C'est quand même un peu sournois comme manière de faire, peut-être. Ouais, ben le bout de contacter les députés, d'annoncer qu'une mesure... Je pense effectivement il y a un bout d'information. Il y a un bout, à mon avis, les gens le savent carrément pas. Mais même si t'es au gouvernement puis t'es fier de ta loi puis t'es d'accord avec ta loi, à la limite, tu devrais... Bon, peut-être sûrement sur le plan de l'éthique, là, ça devrait t'indiquer qui est l'auteur. N'importe quelle publicité, à mon avis, l'auteur devrait s'afficher et dire « Regarde, c'est moi qui parle ». Mais pour le reste, si t'es au gouvernement pis t'es fier de ta loi, ben là, tu peux pas être contre le fait, il y a pas de désinformation. Là, on dit les saveurs vont disparaître telle date, c'est rigoureusement vrai. Si le gouvernement assume ça, puis il y a du monde qui appelle au bureau du député, ben si t'as voté pour la loi, explique-la. Là. J'ai un malaise avec le fait qu'il ne soit pas indiqué qui parle, là, que l'auteur se cache. J'ai pas tellement de malaise avec le reste, là. Économie. Le mouvement Desjardins a annoncé ce matin mettre à nouveau des employés à pied. Pas moins de 400 salariés ont appris qu'ils vont perdre leur emploi. Ça touche le siège social de Lévis, mais Montréal, Complexe Desjardins, Stade olympique également proviennent de la Fédération des caisses Desjardins en grande majorité. Mais ça suit quand même une toute première vague de licenciements en juillet. 176 personnes qui avaient perdu leur emploi chez Desjardins. Puis ça suit aussi d'autres licenciements qui sont dans le monde des banques. Oui, hier, c'est la Banque Scotia. 2700, oui. Mais je sais que c'est quand on dit ça, les gens partent quasiment à rire. Là. Les profits des banques sont quand même assez bons. Mais les banques avaient eu des années extraordinaires, là, 2021, 2022, des années de grande rentabilité. Mais en 2023, puis je suis pas en train d'essayer de faire pleurer les gens, juste les informer, la rentabilité des banques est prévue pour baisser, mais considérablement. Là, les profits des banques sont prévus d'être en baisse quand même assez sérieuse pour l'année. Pour toutes sortes de raisons. La hausse des taux d'intérêt, il y a moins d'activité immobilière. Donc, c'est le genre de moment où les institutions financières font des rationalisations. Pour moi, la question, c'est est-ce que le public va souffrir, là? Je sais que notre façon d'utiliser les banques aujourd'hui avec la technologie, avec les opérations en ligne, fait qu'on a besoin de moins de personnel. Mais on l'a quand même vu à la Laurentienne. Tu sais, quand il arrive quelque chose, quand il y a un problème, quand la technologie nous lâche... On veut parler à quelqu'un. Oui, c'est ça. Quand il y a un problème de sécurité, on veut parler à quelqu'un. Puis est-ce qu'il y a un point de rupture où il y a tellement plus d'employés ou plus assez d'employés que lorsqu'il y a un problème, là... T'es plus capable de communiquer avec le monde, t'es plus capable de répondre aux gens. Moi, c'est le point d'interrogation que j'ai pour le public. Là. Le Monde. Petite bombe judiciaire aux États-Unis ce matin, alors que Sidney Powell, l'avocate de 68 ans, plutôt ex-avocate de Donald Trump, qui se retrouve dans cette enquête, ce procès qu'il y a en Géorgie, où on aurait tenté de renverser le résultat de l'élection. On se souviendra, M. Trump avait appelé à ce moment-là en Géorgie un responsable électoral pour lui demander de trouver 11 000 quelques votes, et il se retrouve à co-accusé avec 18 autres prévenus en raison d'une loi sur la criminalité en bande organisée. En bref, on accuse M. Trump puis ses complices d'avoir été une espèce de mafia
mafia ou d'avoir agi comme une mafia dans tout ça. Pour renverser le résultat des élections. Voilà. Et Sidney Powell, c'est cette madame qui avait crié, entre autres, le « Release the Kraken », relâcher le Kraken, en disant qu'elle allait relâcher une espèce de monstre tentaculaire judiciaire sur les États-Unis avant de perdre presque toutes ses causes. Mais elle a décidé de tourner sa veste de bord et a plaidé coupable aujourd'hui avec un accord à la clé. Donc, elle va s'éviter là, ces 6 ans de prison, donc avec sursis, 6 000 $ d'amende, 2 700 $ d'indemnisation. Mais en échange de ça, en échange de cet allègement, elle va témoigner. Oui, elle va témoigner au futur procès des autres prévenus, ce qui inclut, entre autres, l'ancien avocat personnel Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York également, et Donald Trump lui-même. Donc, Sidney Powell, qui est la deuxième là, de ces co-prévenus à changer son version de bord. Je voyais les analystes aujourd'hui aux États-Unis dire que c'était quand même peut-être un problème là, très, très embarrassant pour Donald Trump. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.